Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct, votre rendez-vous avec l'actualité en direct sur 8 Mont-Blanc. Vous en avez désormais l'habitude, cette émission est diffusée en direct sur notre page Facebook et vous avez d'ailleurs la possibilité de nous écrire avec le hashtag Accès Direct. Au programme de ce mardi soir, un focus sur le réseau Solidarité Paysan avec Georges Volta et Jacques Larue. Je serai ensuite en liaison en FaceTime avec l'artiste Jeannette Berger depuis Chamonix et nous parlerons de l'opération Génération Montagne avec Violaine Villette. Mais avant de développer ces invités, les titres du journal avec toi, Pauline. Alors, on va parler du bilan. C'est l'heure du bilan pour les commerçants concernant les vacances. Oui, et les stations ont le sourire. Il y a eu beaucoup de neige cette année, malgré le mauvais temps des fois. Le bilan est plutôt positif. Savoie-Mont-Blanc Tourisme a annoncé ses premiers chiffres. 85% de taux d'occupation moyen sur les vacances de février. C'est 3 points de plus que l'hiver dernier, où ça a cruellement manqué de neige. Donc Emmanuel Jaude est allé faire le point du côté du Grand Bornand, où ils ont le sourire. Et puis, un sujet de nos confrères de Léman Bleu sur le Steva. Oui, ils sont venus côté français cette fois-ci pour nous parler du futur Léman Express. C'est la gare d'Annemasse qui va connaître des gros travaux toute cette année. Vont voir le jour un pôle multimodal qui va coupler le train, les bus en liaison avec les parkings relais et le tram qui reliera le centre-ville de Genève en seulement 25 minutes. Donc on fera le point avec eux sur ce dossier. On l'attend avec impatience, ce Steva. Pauline, reste là, on va en profiter pour faire la revue de presse. On commence avec un projet d'extension, l'aéroport de Genève. Un projet qui ne fait pas que des heureux. Oui, toujours en Suisse. Donc les communes du Grand Genève, ils se sont unis contre l'agrandissement de l'aéroport. Alors les chiffres, c'est d'ici 2030, ce serait 50 millions de passagers qui devraient atterrir à Genève contre 27 millions aujourd'hui. C'est énorme. Mais qui dit augmentation du trafic dit aussi augmentation de la pollution et du bruit. Les communes voisines de l'aéroport n'ont pas été consultées. Aux heures de pointe, ce sont près de 40 avions par heure qui survolent la commune d'Aix-Nevez. Et comme le souligne Pierre Fillon, le maire, en plus de l'intensification du trafic aérien, ces passagers supplémentaires vont générer un trafic supplémentaire et ça n'a pas été prévu pour les accueillir. Et donc, outre le bruit des avions, il aimerait aussi que soit pris en compte la pollution de l'air, puisqu'on en parle beaucoup. Donc, c'est un gros dossier à suivre. Et puis, une nouvelle histoire de SCOP du côté de Chambéry. Oui, et c'est très rare dans le monde du bâtiment de faire une SCOP, une société coopérative. Alors ce sera peut-être le cas de la société Ravoir qui réalise en fait des travaux de climatisation de plomberie et sanitaire. Pour en arriver là, elle a subi de plein fouet plusieurs chantiers un petit peu compliqués, affichés pour 2016 une perte de résultat net de 900 000 €, c'est énorme. Et donc après un plan de sauvegarde en septembre dernier, la société qui emploie une quarantaine de personnes à Chambéry et 7 à Lyon a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Chambéry va trancher le 9 avril et donc les repreneurs ont jusqu'à la fin de semaine, le 25 mars, pour se faire connaître. Et donc, 16 salariés de l'entreprise Ravoir ont déposé un dossier d'offre de reprise. Ils ont investi chacun entre 1 000 et 10 000 €, donc c'est quand même beaucoup. C'est pas négligeable. Dans le cadre donc, de cette SCOP, 30 des 40 emplois chambériens seraient conservés. Ça aussi, c'est bien. Et donc, pour Sonia Andrieux, qui est secrétaire dans cette entreprise depuis 11 ans, elle dit c'est la continuité. On passe tellement de temps ensemble au travail, parfois plus qu'avec nos conjoints. Tout le monde pourra donner son avis et surtout, on ne stigmatise pas les collègues, qu'on soit sur le terrain ou dans les bureaux. On est une équipe. Et ben, on espère que leur projet sera repris parce que c'est vrai qu'une SCOP c'est toujours intéressant et c'est une belle initiative. Et toi Seb, on parle des bénéfices du Téléthon. Oui, l'AFM, l'Association française de myopathie, a publié ses résultats pour l'édition 2017 et on apprend que les Savoyards dans leur ensemble ont été moins généreux en 2017 pour ce Téléthon, moins 15% de dons en Pays de Savoie pour cette dernière édition, ce qui représente une somme de 1 800 000 € qui ont été récoltés par l'antenne locale. Ces chiffres sont tout sauf une surprise puisqu'ils reflètent une tendance nationale qui est à la baisse. Parmi les raisons évoquées par l'AFM pour expliquer cette baisse, le nombre de manifestations sur le terrain qui lui aussi a baissé, ce qui engendre donc moins de dons sur le terrain. Et puis une raison un petit peu plus cocasse, Johnny Hallyday est mort le mercredi 5 décembre, soit 3 jours avant le Téléthon. Et on sait que le samedi dimanche, il y a eu l'hommage, le fameux hommage. Donc ça fait aussi partie des raisons qui expliquent cette baisse de dons. Et puis on termine avec un sauvetage insolite. Oui, une belle histoire qui a eu lieu dans les environs de Passy. Sébastien Talotti, traiteur de la vallée de Chamonix bien connu, était en plein trail lorsqu'il est tombé sur un bouquetin en détresse. La suite en images. Donc me voilà. Me voilà au chalet des Chavants, à la rencontre d'un bouquetin qui est coincé sous un toit d'un chalet. Donc là, je vais vite appeler les... Eh mon gros. Allez, je vais venir t'aider. Hein? Allez, bouge pas. On va t'aider. Je vais t'aider. Oh, si j'arrive à t'aider. Allez. Viens voir. Viens mon gros. Allez, lève-toi. Viens ici. Allez, viens. Allez. Allez, lève-toi. Viens ici. Allez. Allez. Allez, c'est bon. Allez, je te lâche. Je te lâche. Allez. C'est bien mon gros. Bravo.
C'est bien, mon gars. Qui finit bien plus de 72 000 vues pour cette vidéo. Mais merci Pauline, on te retrouve Merci, tout à l'heure en fin d'émission. Allez, on passe à nos invités du jour. Prenez place, messieurs. Georges Volta, Jacques Larue. Pardon. Donc Georges Volta, vous êtes le coprésident de Solidarité Paysan. Et vous, monsieur Larue, vous êtes bénévole. Déjà, monsieur Volta, une première question. Qu'est-ce que c'est que Solidarité Paysan ? Solidarité Paysan, c'est une association qui vient en aide aux agriculteurs en difficulté. Lorsqu'un agriculteur a des séries de problèmes ou X problèmes, bien souvent, la mentalité d'un agriculteur, c'est de ne pas trop en parler jusqu'au moment où il a été trop loin. Et il se retrouve tout seul devant un mur. Et c'est là où il est nécessaire qu'il puisse nous appeler de façon à ce qu'il puisse retrouver le dialogue, retrouver confiance en lui et recréer son projet, puisqu'on est d'abord des entrepreneurs, on est d'abord dans l'économie, et il faut absolument arriver à maîtriser son exploitation. Jacques Larue, vous êtes donc bénévole. Pourquoi avoir fait ce choix ? Ben écoutez, ça fait à peu près 2 ans que je fais partie du groupe sur les deux Savoies. Et donc c'était une question de solidarité. Et puis je suis sensible au monde paysan. J'ai un de mes cousins qui est agriculteur et maire d'une petite commune dans la Loire. Et puis j'ai travaillé aussi en milieu rural sur la Haute-Savoie. Et donc je voulais donner un petit peu de mon temps pour essayer d'être en solidarité. C'est ce qui m'a paru intéressant dans la démarche. Très concrètement, elle s'articule comment, cette solidarité vis-à-vis des exploitants agricoles en difficulté ? Alors, d'abord par la remise en confiance de l'agriculteur, et puis après on va l'aider à trouver ses propres solutions financières, techniques, sociales, en fonction des problématiques qu'il rencontre. C'est vraiment un support à la démarche personnelle de l'agriculteur. Le vrai soutien, c'est de le remettre en confiance avec lui, de reconquérir son exploitation. Alors c'est un soutien qui n'est pas uniquement financier du coup ? C'est un soutien, pour ce qui est de Solidarité Paysan, qui n'est jamais financier. D'accord. On va l'aider à aller chercher... C'est toute la démarche qui est autour, tout ce qui est autour. Toute la démarche qui est autour. S'il y a des problèmes financiers, on va l'aider à retrouver des partenaires financiers ou à retrouver sa banque dans des conditions de confiance acceptables. Monsieur Larue, avant d'être bénévole, vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce que vous aviez pleinement conscience des difficultés que pouvaient rencontrer les agriculteurs ? Écoutez, j'avais un petit peu, on en entend parler, c'est théoriquement pris en charge, soit par la mutualité sociale agricole, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de personnes qui passaient un peu au travers des mailles du filet. Et donc, c'était aussi cette aide personnelle. C'est-à-dire, ce n'est pas des dossiers de gens qui sont en difficulté, c'est des personnes. Et ce qui m'a aussi beaucoup motivé, c'est notre façon de travailler à Solidarité Paysan, où on est toujours en binôme. On ne va jamais voir une personne seule, toujours à la demande donc, de l'agriculteur qui a fait la démarche, et ensuite on est au minimum à 2 personnes pour justement avoir un petit peu du recul et pas être, avoir un petit peu de recul par rapport à ce qu'il peut nous dire ou aux situations qu'on rencontre, de façon à pas embrayer trop dans l'émotion, etc. Alors messieurs, nous avons diffusé ce lundi un reportage sur une association qui achète des terrains pour les agriculteurs. Je vous propose d'en voir un extrait. Créée en 2009, l'association a pour but de faciliter la vie des agriculteurs tout en préservant les espaces agricoles. Et c'est grâce aux dons de ses quelques 200 adhérents que Terre du Lac a pu déjà acquérir une vingtaine de parcelles tout autour du lac d'Annecy. Les exploitations agricoles sont tellement dynamiques dans le bassin du lac qu'elles sont obligées de chercher de la terre ailleurs. L'espace agricole se réduit et donc il est indispensable de le protéger. C'est une composante du paysage du lac, c'est la composante dans le paysage du lac qui est menacée. Et c'est celle-là qu'il faut préserver à long terme. Claude Mélé, éleveur de vaches laitières à Saint-Joriot, sait combien l'action d'une association comme Terre de Lac peut être salvatrice pour son activité, pour faire face à l'urbanisation. Je pense qu'on arrive à un point de rupture pour le monde agricole. Si on continue encore encore quelques années à urbaniser comme ça, je crois que l'agriculture va disparaître. Donc c'est très important d'organiser l'urbanisation et de préserver les bonnes terres agricoles. Messieurs, est-ce que cette démarche-là qu'on vient de voir dans le reportage, ça va un petit peu dans votre sens ? C'est une très bonne démarche complémentaire. Le problème du foncier pour un agriculteur, et surtout dans les Savoies, surtout en Haute-Savoie, est un vrai problème. C'est un problème crucial. Ce que la personne signale là est une vraie réalité.
Si demain on continue à bétonner toute la Haute-Savoie, je ne sais pas où les agriculteurs passeront les hivers. On a bien les alpages, mais ça ne dure qu'un temps. Ici, en Pays de Savoie, quels sont les problèmes les plus fréquents que rencontrent les exploitants agricoles ? Je trouve, moi, j'ai été confronté, par exemple, il n'y a pas très longtemps, donc c'était un éleveur caprin donc, qui se trouvait avec un associé. Son associé, pour X et Y raison, est parti comme ça brusquement, et la personne qui était un peu en reconversion se retrouvait à la tête de son cheptel et était un petit peu abandonné. Enfin, ça nous a donné cette impression par les différentes institutions. Donc, il avait des problèmes avec la banque, il avait des problèmes avec la MSA, etc. Et donc, j'ai trouvé, moi, intéressant de venir en partenariat avec cette personne, à sa demande, pour le conforter, pour qu'il trouve les solutions, qu'il puisse, pas se reconvertir, mais qu'il puisse se remonter, se remettre un petit peu à flot. Et donc je trouve, effectivement, il peut rencontrer des difficultés. Alors on a beaucoup échangé et j'ai trouvé, je trouvais intéressant. En réalité, toutes les exploitations, toutes les productions, tous les âges de producteurs sont concernés par les difficultés en agriculture. Le champ des diversités, des difficultés est immense. Ce matin, donc ce mardi, avait lieu votre assemblée générale, l'assemblée générale donc, de Solidarité Paysan. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Il en est ressorti qu'on est dans une dynamique, malheureusement, à cause du surcroît de travail, puisque, comme vous le savez, l'agriculture n'est pas dans une phase excellente. Et le nombre de personnes que nous accompagnons augmente de plus en plus. Nous avons le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est notre principal partenaire, mais le travail est devenu très très important. Une dernière question, Monsieur Larue. Vous êtes confiant pour les prochaines années ? On sait que c'est compliqué pour les agriculteurs. Écoutez, oui, on sait que c'est difficile. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que le nombre, justement, n'aille pas en croissant, mais en diminuant. Et puis surtout, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils soient pris en charge, enfin vraiment comme des personnes dignes de plus de confiance et leur redonner confiance dans leur exploitation et dans leur démarche. Et puis, c'est les soutenir parce que je pense que nous en avons besoin au niveau du devenir de notre agriculture, que ce soit en Haute-Savoie, en Savoie, et puis partout en France, surtout dans les régions les plus difficiles, en montagne, etc. Merci beaucoup, messieurs. Bonne continuation pour la suite. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Quant à nous, on prend la direction de Chamonix, où nous attend Jeannette Berger. Jeannette, bonsoir, vous m'entendez ? Oui, je l'entends bien. Alors, vous montez sur scène dans un peu plus d'1 heure. Comment est-ce qu'on se sent, là ? Je dirais que la pression monte petit à petit, mais c'est une bonne sensation. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui et de pouvoir présenter ces chansons sur scène à la MJC. Alors, une soirée de gala, puisque vous allez donc présenter votre premier album éponyme, réalisé avec l'aide et le soutien de vos 102 Kiss Kiss Bunkers. Exactement, oui, tout à fait. C'était une expérience un peu de longue haleine parce que quand je me suis lancée dans l'expérience de Kiss Kiss Bank Bank et de la participation financière, de l'aide financière de la part d'un peu tout le monde, de la coproduction en fait, je savais pas trop si ça allait marcher déjà. Et puis au final ça a marché. Donc derrière on s'est lancé dans l'enregistrement de l'album à la Maison des Artistes à Chamonix. Et donc c'est en fait un enchaînement comme ça d'étapes. Et puis là, on arrive un petit peu à l'étape ultime où enfin on peut présenter ses chansons sur scène avant de pouvoir remettre l'album physique entre les mains des Kiss Kiss Bunkers et puis d'autres, j'espère. Le fait de présenter justement cet album conçu à la Maison des Artistes, là où vous êtes à Chamonix à la MJC, ça aussi c'est un symbole ? Ben oui, je trouvais ça quelque part joli de faire un petit peu le pont entre je dirais ces deux acteurs majeurs de la culture à Chamonix, ces deux salles à l'esprit vraiment différent, à la fois la Maison des Artistes qui a le côté très jazz club, très proche du public. On a passé des très bons moments là-bas, à la fois en enregistrement et sur la scène pour les concerts de fin de semaine. Et puis ici, la MJC, on a travaillé vraiment le côté scénique, on a fait une résidence ici, et puis on peut travailler les lumières, on peut travailler... comme je disais, vraiment le côté scénique. Donc, on s'est fait plaisir. On a invité des personnes spécialement pour l'occasion. Donc, ça me fait plaisir de, quelque part, réunir
un peu ces acteurs-là de la culture à Chamonix en étant installés ici maintenant. Comment il a mûri dans votre esprit cet album? C'est une très bonne question. Ça fait à peu près 6 ans maintenant que j'écris mes chansons, au départ toute seule, et puis au fil du temps, accompagnée par à chaque fois le guitariste avec qui je travaillais en fonction des périodes. Et du coup, sur cet album, il y a un petit peu tout ça. Il y a à la fois des chansons que j'ai écrites toute seule au tout début. Il y a des chansons que j'ai composées avec le guitariste qui me suivait il y a 3 ans, avec qui j'avais sorti le précédent single. Et puis avec aussi le nouveau guitariste qui m'a aidé à m'emmener sur d'autres influences musicales, et puis aussi essayer de chanter en français parce que forcément c'est ma langue maternelle, et j'avais envie d'essayer ce pari-là de transmettre des émotions autrement qu'en anglais. Justement, dernière question, le fait de jongler entre français et anglais, pour vous c'est quelque chose de facile? Alors, ce qui était dur avec la chanson en français, c'était de garder l'esprit soul et rhythm and blues que j'aime, que j'essaye de faire dans ma musique, et je pense que j'étais à l'aise avec ça en écrivant en anglais. Je pense que c'est pour ça que j'écrivais surtout en anglais. Et là, on a essayé de prendre ce pari-là, de garder ça même en chantant en français. J'ai envie de dire, à vous de me dire si le pari est réussi en venant ce soir ou en écoutant la chanson sur Internet prochainement. Ce sera fait. Merci beaucoup Jeannette, et surtout bon courage pour tout à l'heure. Merci bien. Merci beaucoup, à bientôt. Avant de passer à notre dernière invité, je vous propose une petite visite en avant-première d'une exposition qui débutera le 5 avril aux Vieilles Prisons, une séquence réalisée par Fanette de Buisson et François Pirot. Voilà, là, Fanette, je vous amène dans les coulisses de la préparation d'une exposition temporaire. Donc, on est en train de préparer la prochaine exposition du Palais de Lille, qui sera consacrée à une évocation de la période de la fin des années 60 à Annecy, autour de l'année que l'on fêtera particulièrement en 2018, de 1968. Donc là, par exemple, vous avez donc une sélection d'affiches d'expositions de l'époque que l'on présentera dans l'exposition. Et donc cette exposition de l'aventure de la tapisserie contemporaine, les Annéciens s'en souviennent encore aujourd'hui, pour les plus anciens d'entre nous. Et donc c'était une période assez riche où il se passait beaucoup de choses. C'était une période de bouleversement à Annecy. Annecy, en plus, à l'époque, connaissait des records démographiques, de croissance démographique. Elle en connaît encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très, très important, puisque entre 62 et 68, la population avait augmenté de près de 30%. Ah oui, donc c'était énorme. Donc toute la ville était en train de se transformer, et toute la population de cette ville était elle-même en train de se transformer. Et cette nouvelle population avait de nouveaux besoins qui étaient ceux des années 60. Et le besoin de la fin des années 60, c'est par exemple d'avoir dans la vie, dans nos vies, des instants de culture et de loisirs. Et donc, à cette époque-là, les conditions sont réunies à Annecy pour que cette nouvelle population puisse disposer de nouveaux lieux. Et l'un de ces lieux, ce sera la MJC de Novelle. Novelle qui est en pleine construction ? Qui est en pleine construction. La première pierre du quartier de Novelle, c'est 61. Et en 68, c'est encore un quartier en chantier. Néanmoins, il y a déjà quelques équipements qui s'ouvrent, des écoles bien sûr, le centre commercial de la place de l'Annapurna, et au cœur de ce quartier, la MJC Novelle. Et donc le but aujourd'hui de ce site du Palais de Lille, c'est d'être un lieu vivant. C'est pas que un monument. C'est pas qu'un monument historique classé que l'on visite pour son intérêt historique, mais c'est aussi un lieu vivant. Et ces expositions temporaires l'inscrivent
dans notre époque. Donc, soit à travers des sujets patrimoniaux, mais qu'on regarde depuis notre époque et qu'on ne regarde pas forcément de manière nostalgique, mais qu'on explique à nos visiteurs. Et puis des sujets plus contemporains, comme cette exposition. On en a encore des conséquences aujourd'hui. Et donc là, c'est la deuxième salle où, pareil, on trouvera d'autres... Donc là, dans d'autres cette choses. exposition, bien sûr, comme toute exposition, il y a plusieurs parties. Oui. Dans cette deuxième salle, on évoquera les manifestations et la grève générale du 13 mai 68 à Annecy. Puisque Annecy, comme partout ailleurs, il y a eu des manifestations, des usines qui ont été fermées. Et puis, nous évoquerons aussi dans cette salle un moment très fort et d'une certaine manière avec qui est encore plein d'émotions. Donc, dans le cadre d'une exposition qui avait eu lieu à l'été 68 au château, le conservateur de l'époque avait lancé un énorme concours de dessins auprès des écoles de la ville. Ces dessins sont les dessins des enfants montrant Annecy tel qu'ils l'imaginaient à l'échéance de l'an 2000, puisqu'en 68, c'était l'an 2000 qui paraissait le moment fatidique de toutes les transformations. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quelle date dans notre avenir est le moment comme ça dans notre imaginaire d'une transformation. A priori, pour le Grand Annecy, c'est 2050, puisqu'en ce moment, le territoire est en train de s'interroger sur ce qu'il deviendra à l'échéance de 2050. Et donc ça, c'est une exposition à découvrir à partir du 5 avril jusqu'au 23 septembre. Voilà pour cette séquence. Et n'oubliez pas, le replay de cette émission Vue d'ici, de l'émission Vue d'ici consacrée aux vieilles prisons, est disponible sur notre page, sur notre site internet et sur notre page YouTube. On passe à notre dernière rubrique. On en parle avec Violaine Villette. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle, vous êtes la présidente de Savoie-Mont-Blanc Junior. Alors, on connaît bien Savoie-Mont-Blanc, mais qu'est-ce que c'est que Savoie-Mont-Blanc Junior ? Alors, Savoie-Mont-Blanc Junior travaille vraiment très près avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Et en fait, c'est une association qui est chargée de la promotion des séjours collectifs sur les deux départements, Savoie et Haute-Savoie. Donc, séjours collectifs, séjours en centre de vacances, les colos, et séjours en classe de découverte. Nos adhérents sont des hébergeurs sur les deux départements, des prestataires d'activités, des offices de tourisme, en fait, toutes les personnes qui ont envie de travailler avec le junior. Vous êtes vous-même gérante d'une résidence pour enfants ? Oui, d'un centre de vacances. D'un centre de vacances, c'est pile dans le créneau. Pile poil dans le créneau, classe de découverte, colo, voilà. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de Génération Montagne, une opération organisée pour la deuxième année consécutive qui vise à reconquérir le cœur des jeunes de 8 à 25 ans en ce qui concerne la montagne. Reconquérir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui, les jeunes et la montagne ? Alors, reconquérir, conquérir, parce qu'en fait, les petits, on ne les a pas encore, il faut qu'on les attire à la montagne. C'est une Génération Montagne, c'est un vaste programme, c'est ambitieux, ça a été lancé par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, et effectivement, comme vous l'avez dit, on est à la deuxième année de Génération Montagne. 2017, prise de conscience collective, il faut reconquérir ou amener les jeunes à la montagne. 2017 a été un succès, 70 têtes de réseau se sont fédérées autour de ce projet. Et là, en 2018, on rentre dans le concret. Et fort des 173 stations de la région Auvergne-Rhône-Alpes, fort du superbe territoire que représente cette région, on proclame haut et fort que les jeunes et la montagne, ça match. Donc comment on va les conquérir ou les reconquérir ? Eh bien, avec une mobilisation la plus large possible de toutes ces stations de ce territoire, essayer de développer, de proposer des produits, de faire des offres qui s'adressent à ces jeunes. Alors 8, 25, c'est grand, c'est large. Donc la région a défini 3 tranches d'âge, les 8-12, les 13-17 et les 18-25. Et on va communiquer de façon différente par différents médias auprès de ces clientèles cibles. C'est une population qui est difficile à séduire, les jeunes. Non, il suffit de savoir leur parler. En fait, il faut juste leur proposer à la montagne des choses qui les intéressent, des activités qui les intéressent, et les séduire, leur donner en fait le réflexe montagne. Qu'est-ce qui explique la relative baisse de la fréquentation des jeunes en station de sport d'hiver ? Je ne sais pas si on peut parler de baisse. C'est vrai que
voilà, on parle toujours négativement. Moi, j'ai envie de dire que la montagne et les enfants, ça fonctionne. On a des super séjours qui se vivent en colo, en centre de vacances, des classes de découverte riches. Et en fait, on veut éviter cette baisse, on veut éviter le saut générationnel. Donc, il faut absolument qu'on attire les petits parce qu'un enfant qui va apprendre à skier, un enfant qui va avoir le réflexe montagne jeune, il le gardera plus tard. Est-ce que parmi les solutions, il n'y a pas peut-être essayer d'harmoniser le prix, les tarifs? On sait qu'un séjour au ski, aujourd'hui, ça coûte cher. Alors, quand on est jeune, partir entre copains, ça revient à un certain budget. Alors, toute la difficulté, là, quand on parle des juniors, des jeunes à la montagne, c'est effectivement sur quelle tranche d'âge on travaille, puisqu'en fait, les petits, ce n'est pas eux qui financent. Quand on parle des 18-25, c'est eux qui sont amenés à payer leur séjour. Alors oui, il y a cette idée que la montagne, ça coûte cher et du coup, les jeunes sont éloignés de la montagne. Mais justement, aujourd'hui, avec Génération Montagne, tous les acteurs qui ont envie de s'engager dans ce dispositif sont aussi prêts à proposer des solutions de séjour moins chères, peut-être plus courts, avec des activités moins onéreuses. En fait, il ne faut pas penser montagne que ski. On a ski alpin, on a le ski nordique. À la montagne et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a les territoires de lac, il y a des territoires beaucoup plus accessibles aussi que les grandes stations. En fait, voilà, il n'y a pas que le ski. Et nous, on veut aussi dire que la montagne, c'est l'été. La montagne, c'est le printemps. J'allais vous poser cette question. Cette opération Génération Montagne, ça ne concerne pas uniquement la montagne en hiver? Non, c'est aussi le printemps, c'est aussi la montagne sur les mois verts, finalement, parce qu'en fait, la montagne, c'est un formidable terrain de jeu. On a une montagne magnifique. On a des activités. En fait, les consommateurs, on s'est rendu compte que les consommateurs d'activités à la montagne l'été, ce sont les jeunes et plus particulièrement les groupes de jeunes. Aujourd'hui, on a tout ce qui est activités VTT, les activités d'eau, le rafting, les acrobranches. Les jeunes sont friands de ces activités. Il faut juste leur dire, la montagne est prête à vous accueillir. On a les structures, on a les hébergements pour accueillir des groupes. On a une montagne connectée, on a une montagne fun. En fait, il est important que l'image de la montagne soit un peu jeune. Voilà, donc Génération Montagne veut donner une image jeune et dynamique de la montagne. Autre signe fort cette année, la création d'une marque label et d'une charte Génération Montagne. Oui, tout à fait. Donc cette année, il y a un logo Génération Montagne, il y a un site Génération Montagne, il y a des dispositifs via Instagram, Facebook de communication. C'est vraiment Génération Montagne, une marque label qui veut s'imposer sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme met les moyens d'imposer cette marque comme une marque réflexe pour amener les jeunes à la montagne. Dernière question, les prochaines dates importantes pour Sava Mont-Blanc Junior et Génération Montagne dans les mois qui vont arriver là? Alors, pour Génération Montagne, il va y avoir au printemps le lancement de Génération Montagne été. Nous venons de faire à Pralognan-la-Vanoise, en fait, il y a un petit mois, le lancement de Génération Montagne hiver. Et une date importante à retenir, c'est le colloque Génération Montagne qui se tiendra le 6 novembre prochain au Manège à Chambéry. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous. Alors, je ne sais pas si j'ai pas de nouvelles en régie. Est-ce que Pauline... Pauline arrive pour le JT. Merci beaucoup en tout cas. Vous pouvez rejoindre la régie. Pauline me rejoint pour cette dernière minute. Rapidement, les titres du JT. On va parler, j'ai un trou de mémoire, c'est le premier sujet. Allez. Le bilan hiver au Grand Bornand. Merci à Camille qui m'a soufflé dans l'oreillette. Ah ouais, t'as triché. Ouais, c'est le bilan positif. Les stations ont le sourire, notamment au Grand Bornand. Il y a eu beaucoup de taux d'occupation, 85% de taux d'occupation en moyenne en Savoie-Mont-Blanc. Donc tout le monde avait le sourire et Emmanuel Jaude est allé les voir ce matin. Et puis le CEVA qui prend forme du côté français cette fois-ci. Oui, du côté de la gare d'Annemasse, c'est le pôle multimodal qui va voir le jour. Donc il y a beaucoup de travaux tout au long de cette année. Et c'est nos confrères de L'Aimant Bleu qui sont venus chez nous côté français pour faire le point sur le sujet qui les intéresse aussi. Merci beaucoup Pauline, on se retrouve tout de suite après cette émission. C'est fini pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve mercredi, donc demain, même endroit, même heure. On parlera d'apprentissage et on verra notamment les coups de cœur de Catherine Munier de la librairie Imaginaire. Merci à toute l'équipe en régie et merci à vous surtout pour votre fidélité à nos programmes. On se quitte avec des images de Snow Dragon Boat tournées en Grand Bornand. Très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.